Alors, bienvenue à cette deuxième soirée de la semaine du cerveau. Les conférences, j'aimerais juste préciser, donc les conférences sont enregistrées et seront disponibles à partir de la semaine prochaine sur le site de la semaine du cerveau, www.semaineducerveau.ch. Alors, rire, c'est bon pour la santé. Comme l'a si bien dit notre cher conseiller fédéral, Johann Schneiderman, à l'occasion de la journée des malades. Et comme il l'a si bien démontré, malgré lui, avec son allocution, le rire résulte souvent de la perception d'une contradiction ou d'une anticipation non aboutie. Ces incongruités et ces décalages, qui sont des éléments essentiels de l'humour, sont aujourd'hui analysés et décortiqués par les scientifiques. Que nous disent donc les neurosciences à ce sujet? Eh bien, c'est ce que nous verrons ce soir avec nos deux intervenantes. Nous allons donc commencer la soirée avec l'intervention du Dr Andreas Sampson, qui va nous parler de comment les sciences cognitives étudient l'humour. Andreas Sampson mène des recherches au Centre interfacultaire en sciences affectives. Elle s'intéresse à la large palette de phénomènes impliqués dans le domaine des émotions positives. Notamment, elle teste l'efficacité d'un entraînement psychoéducatif dédié aux personnes avec ou sans troubles neurodéveloppemental, dont le but d'améliorer la gestion des émotions et d'augmenter les émotions positives. Et je pense que ce soir, son intervention va augmenter nos émotions positives. Je lui laisse la parole. Bienvenue à notre soirée sur le rire et l'humour. J'aimerais directement commencer avec la question pourquoi c'est intéressant d'étudier l'humour d'un point de vue de la psychologie et de la neuroscience. Une réponse possible, c'est que c'est un phénomène humain. Ça veut dire, même si on trouve quelques formes de rire et de l'humour chez les rudimentaires chez les animaux, l'humour, on peut dire, c'est lié à notre capacité cognitive. Pensez à l'humour sophistiqué, l'humour verbal. Ça veut dire, comme conséquence, si on examine un phénomène complexe comme l'humour, ça peut augmenter la compréhension des humains, incluant leur cerveau. La deuxième réponse possible, c'est l'humour est un trait important lié à la santé mentale et à une vie sociale riche. Il y a eu la recherche qui a montré que la plupart des gens pensent ou sont convaincus que leur sens de l'humour est meilleur que la moyenne. Même si ça ne fait aucun sens d'un point de vue statistique, ça montre déjà que c'est un trait hautement désiré. Pensez à votre amis. Peut-être vous réalisez que l'humour et le rire, c'est vraiment important pour des personnes avec qui vous êtes proches, pour se connecter, pour se sentir proche. Mais aussi, dans la recherche pour un partenaire, un bon sens de l'humour est un trait désiré, ou hautement désiré, on peut dire, parce que la recherche a montré que même dans les petites annonces, dans les sites web ou dans les journaux, l'humour est souvent un trait que les personnes cherchent. Alors maintenant, la question, comment on peut définir l'humour? Et c'est une question difficile, ou la réponse est assez difficile, parce qu'il n'y en a pas une théorie unique qui décrit toutes les composantes de l'humour. Par exemple, l'humour comme tempérament, l'humour comme capacité cognitive, comme réponse affective, comme personnalité, trait de personnalité, comme déclic de rire, etc., incluant les côtés positifs et les côtés négatifs, par exemple l'humour agressif ou la moquerie. Mais ça que je veux faire ce soir, c'est vous montrer un modèle théorique ou un cadre, et j'aimerais vous présenter 4 composantes importantes qui doivent agir ensemble pour constituer l'humour. D'abord, c'est une composante cognitive, une composante sociale, une composante motivationnelle et une composante régulatoire. Et après, à la fin, j'aimerais parler aussi du côté l'obscur de l'humour, c'est la moquerie. Alors, on commence avec une composante cognitive. Qu'est-ce que c'est? L'incongruité.
Darwin a considéré l'humour comme châtiment de l'esprit. Et l'humour représente un état cognitif, émotionnel et motivationnel face à l'incongruité. On peut dire l'incongruité, ça peut être une incompatibilité entre deux idées. C'est lié à la surprise et à l'inattendu. C'est un mécanisme de base, un noyau essentiel de l'humour, même dans les formes les plus simples. Je vais vous montrer un exemple. Ok, cet exemple montre, même si on ne sait pas exactement sur quoi le bébé rit, pourquoi il a ce fou rire, mais on peut trouver des incongruités. C'est lié à la surprise. Apparemment, pour des bébés, et ce n'est pas le seul film sur YouTube, les bébés adorent si on déchire les papiers. Oui, on peut dire que c'est une incongruité, c'est un peu une surprise, quelque chose qu'il ne connaît pas, le bruit, il y a beaucoup de petits morceaux, on ne sait pas vraiment, mais on peut trouver des éléments d'incongruité là-dedans. Mais on peut aussi dire que détecter une incongruité n'est pas suffisant pour produire l'humour dans la majorité des situations. Normalement, il est nécessaire qu'on réussisse à résoudre l'incongruité au moins partiellement. Ça veut dire qu'on doit trouver une manière d'expliquer l'incongruité. On doit établir du sens de l'incongruité, même si c'est dans une manière ludique, même fictive, seulement partielle, mais on doit établir du sens. Et ça peut déclencher une réponse émotionnelle. Normalement, c'est l'amusement, mais ça peut être aussi, on peut être choqué par une blague qui nous touche, qui est au contraire avec notre valeur, par exemple. Alors, il y a même des émotions négatives, mais d'habitude, c'est l'amusement. Moi, j'aimerais vous montrer cette résolution de l'incongruité avec un exemple. La blague la plus drôle du monde. Il y a eu un chercheur en Angleterre, il voulait savoir c'est quoi la blague la plus drôle du monde. Et il a demandé aux gens d'envoyer les blagues. Il a reçu 40 000 blagues. Et il a demandé aussi les gens d'évaluer tous les blagues. Il a reçu 1,5 million de réponses. Il a trouvé une blague est vraiment drôle pour presque tout le monde. Pour des hommes, pour des femmes, pour des gens de différents âges et même des gens de différentes nations. Je vais vous lire cette blague. Deux chasseurs marchent dans les bois lorsqu'un des deux s'effondre. Il ne semble plus respirer et ses yeux sont vitreux. Alors, l'autre gars sort son téléphone et appelle les urgences. Attends, il dit « Mon ami est mort, que dois-je faire ?» L'opérateur lui répond « Calmez-vous, je peux vous aider. D'abord, assurons-nous qu'il est mort. » Il y a un silence, puis un coup de feu retentit. Le chasseur reprend le téléphone et dit « Ok, et maintenant ?» Apparemment, pour expliquer, je sais expliquer une blague, ça va tuer un peu l'amusement, mais vous avez déjà ri, alors je peux expliquer. Apparemment, cette blague, c'est basé sur un malentendu. Il joue avec l'ambiguïté de « assurons-nous ». À une côté, on peut dire « regardez s'il est mort, peut-être on peut encore aider ». À l'autre côté, on peut comprendre « vérifier qu'il est mort, en cas où il n'est pas, il faut agir, il faut le tuer ». Alors, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait si on comprend une blague ? C'est un grand circuit qui est impliqué dans la compréhension de l'humour. Il n'y a pas une région ou deux qui sont impliquées dans la compréhension de l'humour. C'est un grand circuit
Ce sont des régions importantes pour décoder des aspects du langage et l'intégration multisensorielle, ici en rouge. Si on ne comprend pas une blague, des chercheurs ont trouvé l'activation de cette région bleue ici, qui est une région qui est impliquée dans la détection des erreurs. Si on ne peut pas résoudre l'incongruité, si ça ne fait pas de sens. J'aimerais montrer aujourd'hui que l'activation dans ce circuit est influencée par les caractéristiques des blagues et les différences interindividuelles. Aussi, des chercheurs ont trouvé qu'il y a des activations dans des régions limbiques et des régions impliquées dans le système de la récompense si on trouve la blague est drôle, si nous sommes amusés, si on veut rire sur la blague. Élise va parler un peu plus de ces régions. Maintenant, j'aimerais parler sur la composante sociale. On peut dire que l'humour apparaît habituellement dans les interactions sociales. Il y a beaucoup de fonctions dans le contexte social. Par exemple, créer des liens ou se connecter en rigolant avec les autres, établir des hiérarchies, identifier un membre du groupe, etc. Et pour décoder et pour produire l'humour dans le contexte social, on a besoin des capacités sociales, comme la théorie de l'esprit. C'est quoi la théorie de l'esprit? C'est comprendre des états mentaux et émotionnels des autres. C'est prendre la perspective de notre personne. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques études qu'on a faites pour comprendre mieux le lien entre l'humour et la théorie de l'esprit. Et on a montré des différents groupes de stimuli, des dessins humoristiques aux participants. D'abord, on a pris des dessins ambigus, comme ici à gauche. C'est un dessin, c'est un peu drôle, on peut dire. Ça joue avec une ambiguïté d'un élément visuel. Mais ce n'est pas nécessaire. Pour comprendre la blague, ce n'est pas vraiment nécessaire de prendre la perspective de notre personne. Dans le deuxième groupe, c'est possible de prendre la perspective, de penser « Ah, cette personne, le gars est probablement très content », mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre la blague. Ça suffit si on réalise ce blague joue avec un échange de rôles. Mais pour le troisième groupe de stimuli, c'est nécessaire de comprendre qu'il y a des différents personnages dans cette blague et que la femme est dans un état de fausse croyance. Elle croit que son mari a ce grand sourire parce qu'elle prend le photo, mais en fait, il a ce grand sourire parce qu'il y a une roche ou pierre qui va tomber sur sa femme. Enfin, alors on peut dire qu'il y a une augmentation de gauche à droite du théorie de l'esprit nécessaire pour comprendre des blagues. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans le cerveau? On a trouvé qu'il y a des différences dans le cerveau, dans le circuit neuronal. Alors, les blagues basées sur la théorie de l'esprit provoquent plus d'activation dans les régions liées à la prise de perspective dans un contexte social. Et on a aussi trouvé que, normalement, l'amusement augmente graduellement des dessins ambigus aux blagues basées sur la théorie de l'esprit. Plus les blagues demandent de la théorie de l'esprit, plus les blagues sont considérées comme drôles. Mais pas pour tout le monde. On a trouvé qu'il y a des différences interindividuelles dans la compréhension et l'évaluation de l'humour liées aux capacités de prise de perspective dans le contexte social. Par exemple, on a trouvé les personnes avec de basses capacités d'empathie, les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique et les personnes avec anxiété sociale bénéficient moins du caractère amusant des blagues liées à la théorie de l'esprit. Maintenant, j'aimerais parler du composant motivationnel dans l'humour.
On peut dire que l'humour, c'est la réception ludique, le plaisir et la production d'une communication non sérieuse. C'est l'enjouement comme état ludique de l'esprit. C'est passer d'un mode sérieux à un mode ludique, même si on ne se prend pas au sérieux. Et il y a des facteurs qui influencent, qui sont liés à la motivation et qui influencent si nous sommes prêts à nous amuser. D'abord, c'est la jovialité ou la gaieté. C'est une disposition pour s'engager dans des activités associées à l'humour. Ça diminue le seuil pour déclencher le rire ou pour s'amuser. Il y a deux facteurs qui peuvent empêcher l'humour. C'est la mauvaise humeur. Vous connaissez ça très bien. Si vous êtes furieux ou triste, déprimé, anxieux, etc., vous n'êtes pas vraiment motivé de s'engager dans les activités humoristiques. Et aussi, deuxième facteur, le sérieux. Si vous êtes focalisé, concentré, orienté vers les faits, si vous devrez résoudre un problème important, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas vraiment motivé de faire des blagues ou de comprendre ou de rire sur des blagues médiocres des autres. Alors, ces trois facteurs, ils influencent l'humour et ça peut être un état, mais ça peut être aussi un trait de personnalité. Et vous connaissez certainement des personnes qui sont, par exemple, très sérieux, normalement. Et il y a eu la recherche qui a montré que la jovialité, comme trait de personnalité, agit sur la réponse cérébrale. Ils ont trouvé que la jovialité correspond à plus d'activité dans les régions du lobe pariétal impliquées dans les processus d'attention pendant le traitement de l'humour. La jovialité a un effet sur comment on réagit aux stimuli humoristiques. On peut dire qu'on donne plus d'attention aux stimuli liés à l'humour. Et ça, c'est lié à la motivation. On cherche les personnes avec des hauts niveaux de la jovialité, peut-être ils cherchent beaucoup plus des absurdités, des incongruités dans la vie quotidienne. Maintenant, j'aimerais parler d'une composante régulatoire. C'est quoi? L'humour a le pouvoir de nous aider à gérer les difficultés de la vie. On peut comprendre l'humour comme une attitude sereine et ludique face aux difficultés de nos vies. C'est aussi connu comme mécanisme de défense. Ça peut nous aider à gérer les émotions. Même la capacité de rire de nous-mêmes. C'est lié de nouveau à trouver des absurdités dans notre vie quotidienne. Et même l'humour politique peut représenter une bonne voie pour exprimer des opinions et de la critique, même si ça ne va pas résoudre un problème, mais ça peut nous aider dans différentes manières. Et on sait aussi, il y a des anecdotes décrites dans les livres de Viktor Frankl, que les gens dans des situations très lourdes, difficiles, où ils étaient vraiment désespérés, ils ont utilisé l'humour pour s'enfuir de la réalité, même sur seulement un moment très bref. Mais il y a aussi eu de la recherche sur, par exemple, les prisonniers de guerre, les patients insoignables ou les prostituées, et ça a montré que des gens dans les situations difficiles, quelquefois, ils utilisent l'humour pour se sentir mieux. Et on voulait faire la recherche sur cet effet, sur ce mécanisme. Et on voulait savoir si on va demander les gens dans le laboratoire de créer l'humour, si ça aide à gérer des émotions. Et on a comparé l'humour avec la révélation cognitive. C'est une stratégie bien connue. Ça implique la réinterprétation d'une situation émotionnelle pour diminuer les émotions négatives et augmenter les émotions positives.
Et on voulait savoir, est-ce que le fait d'ajouter l'humour va augmenter ces effets? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a montré des images négatives comme ça, et on a demandé aux participants au laboratoire de réinterpréter l'image dans une manière sérieuse pour se sentir mieux. C'est la révélation cognitive. Je vous donne un exemple. La cicatrice va bien guérir, on ne verra plus rien plus tard. Ça peut être une révélation cognitive, pas trop drôle. Mais on a aussi demandé, quelquefois, ils doivent créer des commentaires humoristiques pour se sentir mieux. Je vous donne 2 exemples. Ça donne un déguisement super pour Halloween. C'était un exemple d'un participant. Et l'autre, c'était beaucoup plus pire avant. Ils ont juste extrait la corne de la licorne. Est-ce que c'est mieux pour notre émotions ou pas de créer des commentaires humoristiques? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé dans le domaine des émotions positives que les commentaires humoristiques étaient plus efficaces que la révélation cognitive pour augmenter les émotions positives. Et dans le domaine des émotions négatives, on a trouvé que c'était aussi plus efficace de créer des commentaires humoristiques en comparaison avec la révélation cognitive. Et c'était intéressant qu'on a vu que ce n'est pas seulement un effet court terme, mais même au long terme. On a présenté les mêmes images 2 semaines après et on a demandé des gens seulement d'évaluer encore une fois les émotions positives et négatives liées aux images. Et on a trouvé qu'il y a eu même un effet long terme dans le domaine des émotions négatives. Les images où les gens ont trouvé 2 semaines d'abord des commentaires humoristiques étaient évalués encore moins négatifs que les autres. Ça montre que ce mécanisme de l'humour régulatoire, qu'on peut utiliser l'humour, on peut même mesurer dans le laboratoire. Maintenant, pour finir, j'aimerais parler du côté obscur de l'humour. Et c'est clair, on peut passer toute une soirée sur l'humour noir, des formes d'humour agressif, et pour qui, quand et pourquoi c'est drôle ou pas. Mais moi, j'aimerais focaliser seulement sur la moquerie. Se moquer de quelqu'un, par exemple, pour exprimer la supériorité ou le pouvoir. Et le fait d'être la victime des moqueries peut avoir des effets négatifs, même sur la perception de rire innocente d'autres personnes. C'est connu comme gélotophobie, ça vient du gélos, le rire, et c'est la peur que les autres moquent de soi. Et les personnes qui ont cette phobie, ils ne peuvent plus apprécier les rires des autres, même s'ils sont positifs. Ils pensent toujours « Oh, est-ce que quelqu'un se moque de moi ?» Et la dernière étude que j'aimerais vous montrer, c'est une étude qui a regardé chez les personnes avec et sans gélotophobie comment ils apprécient l'humour agressif et innocente. Et ils ont trouvé que les personnes avec la gélotophobie sont moins capables d'apprécier même l'humour innocent. Ça même affecte comment ils peuvent apprécier les différentes formes de l'humour, même si ce n'est pas agressif. Et ça, c'est quand même assez triste, parce que si quelqu'un est incapable d'apprécier l'humour même innocente, ça coupe des gens de la vie sociale. Alors, je suis à la fin de ma présentation. Mais on ne va pas finir le soir avec quelque chose assez triste et négatif. Alors je donne la parole à Élise qui va vous porter dans le monde du rire et du vrai châtiment. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième intervention qui va parler plutôt des aspects un peu neurobiologie du rire, avec le docteur Elise Wattendorf qui mène des recherches au département
de médecine de l'Université de Fribourg. Elle est spécialiste en imagerie fonctionnelle du cerveau. Elle étudie les activités cérébrales liées au plurilinguisme et mène aussi des études sur le rire et notamment sur sa représentation dans le cerveau. Et c'est ce qu'elle va parler ce soir. Bonsoir. Je suis contente de vous présenter nos recherches sur le rire et sur ce qu'on a étudié sur le rire en général. Andrea a présenté tout à l'heure l'humour et comment ça fait quand on arrive à rire. Et moi, j'aimerais plutôt parler du rire et comment ça fonctionne dans le cerveau. Le rire n'est pas seulement déclenché par l'humour, mais vous savez tous aussi que si vous êtes chatouillé, vous riez aussi. Et même les petits-enfants rient, comme Andrea a montré tout à l'heure avec l'exemple du bébé qui riait quand on déchirait le papier. Mais les enfants bien plus petits rient aussi. Ils sont ni chatouilleux, ils ne comprennent pas l'humour, mais ils rient quand même. Et c'est cette histoire d'incongruité qui les fait rire. Vous écoutez maintenant. Ah, tchou. Donc vous voyez, c'est un tout petit enfant qui réagit à cette sensation qu'il ne connaît pas. Mais il faut aussi dire, les enfants réagissent seulement dans un contexte où ils se sentent à l'aise. C'est ce que Andrea a expliqué aussi. Et on sait aussi que les enfants qui sont sourds ou même aveugles arrivent à produire le rire, comme vous entendez là. Bon, ça ne marche pas. Ça marchait tout à l'heure. Donc c'est une jeune fille qui rit. Elle ne voit pas, mais elle arrive à rire. Donc ça montre qu'on n'a pas besoin de voir le rire et d'entendre le rire pour produire le rire. C'est vraiment inné en nous. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi dire par rapport au rire, c'est que c'est universellement répandu. Une étude qui a été menée par une équipe de recherche anglaise a montré que si on présente du rire, un rire anglais devant les Himba de la Namibie du Nord, ils comprennent très bien ce rire. Ils comprennent aussi le pleur et toutes les émotions de base. Mais ils ne comprennent par exemple pas le rire de triomphe. Donc les émotions un peu plus spécialisées, ils n'utilisent pas des airs qui sont répandus chez tout le monde. Donc le rire doit être vraiment avoir une base dans des régions très primitives du cerveau. Et la deuxième chose avec le rire, c'est que vous savez certainement que le rire peut être produit dans une situation de conversation, comme là. Bon, ça c'est un exemple extrême, mais ça montre plutôt un désintérêt. Mais souvent, quand vous parlez avec une autre personne, vous introduisez le rire comme un point d'interrogation, comme pour lier deux phrases. Donc c'est vraiment un rire qui est plutôt volontaire. Et l'autre rire que j'aimerais vous présenter, c'est un rire chatouilleux. On a enregistré pendant une étude qu'on a fait dans le scanner. Donc on a mis des participants dans le scanner et on les a chatouillés. Vous allez entendre le bruit du scanner par derrière, mais ça, c'est un vrai rire. Vous allez savoir pourquoi. Donc ça, c'est le bruit du scanner au départ. Le scanner qui... Donc, on a mené des études sur le rire chatouilleux en collaboration avec une université en Allemagne. Et quand vous avez entendu ce rire, ça vous a fait rire en même temps. Donc là, je viens au 4e point.
c'est que le rire est contagieux. Et c'est quelque chose qu'on produit surtout en société. Déjà, en conversation, on rit 30 fois plus que si on est seul et on voit quelque chose de rigolo. Donc là, comme exemple, pour comment le rire est contagieux, je vous montre une vidéo où une personne voit quelqu'un d'autre rire. Et elle se met à rire, et la troisième personne voit la personne qui rit de l'autre, etc. Donc ça s'appelle the laughter chain. Le bébé qui rit. Donc, le rire est quelque chose, ça se produit en société. Donc, dans cette conférence, je vais parler de 4 points, comme Andrea a parlé tout à l'heure aussi de 4 points, mais chez moi, ça touche plutôt comment marchent les mécanismes dans le cerveau pour déclencher le rire ou pour soutenir le rire. Donc, l'aspect physiologique, assez primitif du rire, le rire spontané, le rire courtois, donc volontaire plutôt, qui est produit en société, et le rire comme un phénomène social. Je vais commencer avec l'aspect physiologique. La base de notre production vocale, c'est le larynx. Le larynx nous permet de parler. Hello! I haven't had visitors in so long. What are you? I'm a voice box. Some people call me a larynx. See my 2 vocal cords moving apart and together as I talk? They come apart so that the air can get through them, and they come together to vibrate and make sound as I exhale. Let me show you. Donc là, vous avez fait connaissance avec les cordes vocales. Mais les cordes vocales ne sont pas seulement utilisées pour parler, mais elles sont aussi actives pendant le rire. Mais d'une toute autre façon. Quand on rit, il y a des poussées respiratoires qui font vibrer ces cordes vocales. Et je vous fais voir. Vous voyez que le rire se produit après une forte inspiration par des poussées respiratoires. C'est totalement différent de la parole. Et là, je vous montre un schéma qui démontre là. En haut, il y a les fréquences qui sont produites par le rire. Donc, ce sont des fréquences très stéréotypes. Et là, ce sont les fréquences pendant la parole. Et en même temps, là, il y a les respirations qui sont montrées pendant le rire et là, pendant la parole. Pendant la parole, on arrive, comme moi maintenant, je respire quand j'ai fini ma phrase ou quand je sens que c'est adéquat. Mais le rire, c'est vraiment produit avec chaque respiration. J'inspire, j'expire, tac, tac, tac. La prochaine inspiration et j'expire. Et en plus, le rire, ce qui est typique pour le rire, il est accompagné d'une expression faciale très typique. Donc, les muscles faciaux lèvent les coins de la bouche et aussi autour des yeux, on voit un effet du rire. Et ça a déjà été observé par Darwin. Maintenant, pour que vous pouvez vous imaginer comment ça fonctionne avec le rire, donc j'ai dit que ce sont les muscles respiratoires qui nous font cette respiration rythmique. Il y a la phonation qui est produite par le larynx et aussi il y a les muscles faciaux qui sont activés. Et tous ces 3 aspects arrivent par des nerfs dans le tronc cérébral et là, il faut bien sûr coordonner toutes ces activités. Et cette coordination est assurée par 2 centres que vous voyez là en vert. C'est la substance grise périaqueductale et la formation réticulaire. Et c'est intéressant de savoir que la substance grise périaqueductale
nous permet de vocaliser, mais pas seulement le rire, parce que pas seulement pendant le rire, il faut coordonner différents effecteurs, mais aussi pendant la parole. Et s'il y a une lésion au niveau de cette substance grise, qui est donc assez profonde dans le cerveau, vous n'arrivez plus à rire, mais non plus à parler ou à pleurer. Donc toute vocalisation peut être empêchée. Il y a des choses qui se passent pendant le rire que vous ne voyez même pas. Il y a des régulations, par exemple, de votre système cardiovasculaire. Et il y a une étude qui a montré que de voir pendant 30 minutes de comédie dans un setting expérimental augmente la souplesse de l'artère carotide. Donc ils ont fait voir des comédies, puis ils ont mesuré la souplesse de l'artère carotide. Et les chercheurs pensent que c'est justement l'augmentation du rythme cardiaque qui fait que l'endothélium produit le nitrique oxyde qui a un effet sur les vaisseaux. Et cette étude a montré que l'effet diminue après 24 heures. Mais les chercheurs ont proposé que ça vaut quand même la peine de rire régulièrement parce que cet effet va s'accumuler de jour en jour. Maintenant, je vais parler du rire spontané, donc du rire émotionnel. Notre étude a montré, donc on a chatouillé des personnes dans le scanner, comme vous avez entendu tout à l'heure, il a montré qu'il y a des aires émotionnelles qui sont plus actives quand on rit, quand on a un vrai rire, quand on est chatouillé, que si on rit artificiellement comme ha ha ha. Et ce sont, chez nous, on a montré que c'est l'hypothalamus et l'amygdale qui sont activés. Et d'après les nouvelles connaissances, on sait que ce sont ces aires émotionnelles qui sont en lien avec les aires très primitives, donc la substance grise périaqueductale et la substance réticulaire, et peuvent exciter ces voie dans le cerveau. Donc, cette voie est appelée désormais voie émotionnelle. Ça inclut le système limbique et l'hypothalamus. C'est excitatrice et c'est inconscient. Donc, ça se passe pas, on n'est pas conscient que ça marche comme ça. Quand, par exemple, on voit une blague, on ne sait pas que notre système émotionnel est activé, mais ça se passe comme ça. Et quand il y a une pathologie dans ce système, on souffre plutôt d'une paresse d'expression émotionnelle. Donc, on arrive moins à exprimer ses émotions. On les vit peut-être, on entend quelque chose qui est émotionnel, mais on n'arrive pas à l'exprimer. Et un exemple, c'est une étude qui a été menée par une chercheuse à Zurich. Elle a démontré que si les participants écoutent à des sons émotionnels, les participants normaux ont automatiquement une expression, donc une réaction physiologique dans leur musculature faciale. Mais certaines personnes qui n'arrivent pas à traduire cette émotion donc, dans le physique, dans le physiologique, n'ont pas ces activités des muscles faciaux. Et vous pouvez comprendre que les personnes qui n'arrivent pas à traduire leur émotion vers l'extérieur ont des handicapés dans la vie quotidienne. On croit qu'ils n'éprouvent pas les mêmes émotions que quelqu'un qui arrive à exprimer. Et maintenant, j'aimerais venir à l'hypothalamus, qui est donc un noyau très important, qui a une fonction importante dans cette voie émotionnelle, excitatrice. L'hypothalamus, il est très profond dans le cerveau. Et des recherches ont montré qu'il est lié avec les centres donc, du tronc cérébral qui font le rire. Et si on l'excite dans des animaux, on peut produire du rire. Il y a un chercheur qui a fait des expériences sur les primates, qui a excité certaines régions de l'hypothalamus. Il a pu provoquer des vocalisations positives. Mais c'est intéressant de savoir aussi que si ces chercheurs touchaient des aires qui étaient à proximité de ces aires pour les vocalisations positives, il y avait des vocalisations négatives. Et de là, on peut aussi comprendre que, je ne sais pas si vous avez déjà ri, tellement ri,
que vous étiez en train de pleurer. Et il y a donc, c'est une manière de comprendre que si l'excitation devient trop grande, ça peut aussi inclure des aires qui ont pratiquement la fonction inverse. Et cet hypothalamus, il est très sensible à des altérations. Par exemple, on a découvert que des hématomes, donc des tumeurs dans cette région, peuvent provoquer des rires pathologiques. Et c'est pour ça que les anciens neurologues ont proposé, dans les années 50, que l'hypothalamus est le centre du rire. C'est lui qui déclenche le rire. Et pour souligner, je vous montre une petite vidéo d'un enfant qui a été filmé avant une intervention dans l'hypothalamus. Il souffrait justement d'une tumeur bénigne dans cette aire. Go ahead and just keep recording until he has a seizure. So. This is what it's all about. These little things. Donc ça fait presque mal d'entendre ça parce que c'est vraiment un rire qui n'est pas provoqué, comme vous avez vu tout à l'heure, par un événement soudain ou le papier qui a été déchiré. C'est vraiment autre chose. Hein. C'est quelque chose que l'enfant, il ne se rend pas compte. C'est la voix émotionnelle inconsciente, mais ça ne sonne pas tout à fait vrai. Mais cet enfant a subi avec succès une intervention chirurgicale et il va bien maintenant. Maintenant, je viens au rire volontaire. Donc, c'est le rire qu'on produit volontairement et ce n'est pas tout à fait la même chose que le rire qu'on produit quand on est avec des amis et on interrompt la conversation avec des rires. Mais c'est jugé par les chercheurs comme assez proche. Et donc, il y a la voix émotionnelle. Et on sait maintenant aussi qu'il y a une voix volontaire qui interagit avec les centres du tronc cérébral. Cette voix volontaire, elle inclut le système moteur et prémoteur. C'est une voix consciente. Quand il y a une pathologie dans ce système-là, il y a plutôt un rire pathologique qui se produit. Donc, cette voix est inhibitrice. Et on sait aussi que cette voix influence, donc si on arrive à produire du rire par cette voix volontaire, il y a quand même une influence sur la voix émotionnelle. Et comme exemple, je vous montre une étude où on a administré du Botox à des volontaires. Donc ces volontaires n'arrivaient plus à bouger leurs muscles faciaux volontairement. On leur a dit, bougez vos muscles. Ils ont essayé, mais ils sont arrivés pratiquement à rien, parce que bon, on a fait une forte dose, et on a vu une diminution dans les aires émotionnelles. Donc il y a une influence du volontaire au émotionnel. Et c'est ce que peut-être s'il y a certains d'entre vous qui sont des acteurs, si vous voulez faire un rire qui sonne vrai, vous riez d'abord artificiellement, en tout cas c'est une technique, puis cette rire artificielle active des aires émotionnelles qui, eux, de retour, peuvent vous aider à produire un rire qui sonne vrai. Il n'y a pas seulement les voix qui sont différentes, mais aussi ce qu'on voit dans les personnes qui produisent un vrai rire ou un faux rire. Les personnes, et vous allez essayer ça tout à l'heure, mais je pense que vous auriez du succès, parce qu'il y a toujours un mélange entre vrai et faux, mais le vrai rire implique les muscles autour des yeux et les muscles autour de la bouche. Et le faux rire implique seulement les muscles autour de la bouche. Et on appelle le vrai rire le rire de Duchenne. D'après un neurologue français qui a fait des expériences sur des patients, il a essayé de vraiment identifier chaque muscle dans les émotions. Donc il a stimulé les muscles chez des patients, mais aussi
chez soi-même, je crois. Et en son honneur, on appelait donc le vrai rire, le rire de Duchesne. Et comme quatrième point, j'aimerais vous parler du rire comme phénomène social. Donc le rire ne se produit pas seulement dans une situation de chatouille ou dans une situation d'humour, mais vous avez certainement déjà remarqué que les enfants, quand ils jouent, produisent aussi du rire. Et les singes aussi d'ailleurs. Ça, c'est donc, vous avez certainement déjà vécu cette situation, c'est bruyant, mais il y a des rires aussi. Et vous voyez que l'expression typique du rire, d'ailleurs, si vous regardez cet enfant, c'est d'avoir la bouche ouverte. Donc, pourquoi le rire se produit déjà dans ce jeu tumultueux? Comment on peut comprendre ça? Certains chercheurs expliquent que le jeu tumultueux qu'on observe, c'est une forme de combat. Et donc, si vous voyez maintenant la même situation chez des bonobos, le rire est beaucoup plus subtil, mais il y a cette même expression de la bouche. Et on dit que ce rire tumultueux, ça vient d'une situation de jeu pour exercer le combat. Et Andrea a parlé tout à l'heure de l'incongruité dans l'humour, mais il y a aussi une incongruité dans ce jeu. Il y a d'abord une situation où on attend une situation dangereuse, mais on remarque que ce n'est pas dangereux, c'est ludique et inoffensif. Et j'ai lu dernièrement, je n'étais pas sûre, je n'ai pas compris pendant longtemps comment le rire et ce jeu tumultueux, qu'on regarde comme un précurseur des chatouilles, du rire pendant les chatouilles, comment on peut comprendre ça? Et j'ai lu dernièrement que, en fait, dans ce jeu tumultueux, il y a l'attaque, on arrête le souffle, et une fois qu'on remarque que ce n'est pas dangereux, on relâche le souffle. Et de là, d'après certains chercheurs, il y a le rire qui s'est développé. Et les chatouilles aussi, c'est une forme plus abstraite de cette situation de jeu. Donc aussi les chatouilles impliquent un toucher éventuellement offensif et on remarque que ce n'est pas dangereux. Donc il y a une transposition de cette situation de jeu. Vous avez remarqué que pendant le jeu ludique, il y a plutôt la situation où la bouche est ouverte. Et chez les singes, la bouche est ouverte. Et ça peut être différencié du sourire où la bouche est moitié ouverte et où les dents sont montrées. Il y a une grande controverse si le rire et le sourire sont deux facettes de la même chose ou si c'est fondamentalement différent. Et surtout les évolutionnistes pensent qu'il y a quand même une différence entre le sourire et le rire. Le rire, c'est une playful face où on montre une énergie soudaine, mais on n'a pas le contact avec l'extérieur. Et le sourire, c'est plutôt dans une situation, on signale que fais-moi, ne me fais rien, je ne veux pas t'attaquer. Mais vous pouvez lire probablement, si vous allez un peu rechercher dans Internet, toujours deux opinions différentes. Et pour montrer, une étude qui a été publiée cette année montre la ressemblance entre ce jeu tumultueux, les chatouilles et les vocalisations. Cette étude a démontré que tous ces trois aspects sont
impliquent les mêmes neurones dans le cortex somatosensoriel. Et vous voyez que les rats, comme les singes, ont aussi un comportement ludique. C'est un comportement entre les chatouilles et le jeu tumultueux. On appelle ça des chatouilles, mais je dirais que ça a aussi beaucoup à faire avec le jeu tumultueux. That we had to look at the sounds at a very different register than we can hear. So we obtain these transducers that are called bat detectors, and that can bring very high frequencies down to our auditory range. Donc, quand on chatouille ou on joue avec les rats plutôt, ils émettent des ultrasons qu'ils émettent seulement quand ils sont contents. Comme preuve, ils cherchent ces situations. Donc, c'est vraiment des vocalisations positives. Et ces vocalisations sont émises dans les mêmes aires qui sont aussi actives quand il y a le jeu tumultueux. Mais maintenant, on a toujours parlé des gens qui émettent, qui produisent le rire. Mais nous, on a tous aussi une mécanique en nous pour comprendre le rire des autres. Une étude a montré qu'il y a des aires différentes qui comprennent le faux, qui sont activées pendant le faux et le vrai rire. Le faux rire implique des aires au cortex frontal qui sont plutôt là pour résoudre l'ambiguïté. On entend un rire, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Et les aires sensorielles sont plutôt actives pendant le vrai rire. C'est pour reproduire le rire, pour mieux le comprendre. Et de même, une autre étude a montré que si on entend un rire, c'est un système miroir qui est allumé dans le cerveau. Et ceci montre, et ce système miroir est allumé plus quand il y a des sons d'une émotion positive. Donc ça montre que le son positif, le rire est contagieux, et ça montre aussi que c'est surtout l'émotion positive qui est contagieuse. Donc le rire est vraiment produit, le rire est beaucoup plus contagieux qu'une expression négative. Donc, ceci amène les chercheurs à dire que le rire engage un mécanisme qui contribue à la compréhension sociale et émotionnelle des autres au plus haut degré et qui favorise la cohésion sociale. Pour en revenir à ce qu'Andrea a aussi dit. Et pour finir, j'aimerais vous montrer un peu le tout de nos deux conférences sur une page. D'un côté, Andrea a montré les différentes raisons ou les différents processus qui sont impliqués quand on comprend l'humour ou quand on produit l'humour. Moi, j'ai parlé des différents processus qui sont impliqués quand on produit le rire, mais il ne faut pas oublier qu'au moment où un fort rire nous prend, tous ces éléments sont un peu loin de nous. Dans ce moment-là, on abandonne le contact avec l'extérieur. Probablement vous avez déjà fait cette expérience. Vous êtes plutôt replié sur vous, sur votre propre état physiologique. Et avec ça, j'aimerais terminer ma présentation. Merci beaucoup. Alors, merci pour ces deux intéressantes présentations. Nous allons maintenant prendre des questions. Et puis, donc, nous avons 3 personnes qui ont des micros. Je vous prie d'attendre en fait, que les micros arrivent pour parler.
etwas komplizierter. Ja, das konnte man nicht planen. Was? Das konnte man nicht Ja, genau. planen. Also wir machen immer, wir gucken es uns an und der antworten will. Ja. Bonsoir. Oder der eine fängt an. Der Tout andere- d'abord, un grand merci à nos intervenants de ce soir. J'ai été charmé par la qualité de la présentation. J'aimerais poser une question qui me tracasse depuis tout à l'heure. Il arrive que dans un contexte social, le rire soit lui-même incongru. C'est-à-dire que je parle du fou rire, où on est soumis à un rire irrépressible qui s'alimente même du fait que ce n'est pas le moment de rire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il semblerait qu'il puisse y avoir dans le fou rire, vous n'en avez pas parlé, mais ça m'intéresserait de savoir votre avis là-dessus, une situation dans laquelle on se trouve dans l'impossibilité de retenir un rire qui est pourtant socialement inadapté. Que dites-vous de ça? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Donc, vous voulez comprendre la situation où un rire qui est socialement pas adéquat ne peut pas être supprimé. Et Quand on rit, on ne peut pas s'arrêter de rire. oui. Et vous voulez savoir pourquoi? C'est ça? Oui. Je dirais tout simplement que dans ce moment-là, la voix volontaire, donc votre ego, qui dirait non, dans cette situation, je ne voudrais pas rire, n'est pas assez fort. Et que la stimulation émotionnelle ou de situation prend le dessus. Vous voudrez avoir un conseil? Comment penser à quelque chose de triste dans ce moment ou faire avec, non? Je crois que c'est aussi une question de la gestion, gestion des émotions. Si on a des difficultés dans quelques situations de réguler nos émotions parce qu'ils sont trop forts ou parce que la situation est trop absurde, on rit et on ne peut plus réguler. C'est lié vraiment, tu as dit le ego, oui, on peut aussi dire la régulation des émotions. Mais je pense que, par exemple, si vous observez les enfants, ils régulent moins leurs émotions quand même. Il y a certaines malades mentales qui régulent aussi moins leurs émotions. Mais je ne dirais pas que toutes les personnes qui ne régulent pas leurs émotions sont des malades mentales, mais je dis que c'est à certains degrés. Et aussi, je trouve que dans certaines situations, on n'a pas besoin de régler nos émotions. C'est plutôt... de toujours pouvoir régler notre émotion, est-ce que c'est vraiment un bon signe? Ou est-ce qu'un signe d'éducation qui nous a dit qu'il faut toujours tout contrôler? Est-ce que ce n'est pas vraiment très sain de pouvoir relâcher et de dire enfin non, le contrôle s'est mis de côté maintenant? Il y a une question là-bas, oui. Je voulais seulement ajouter que c'est aussi, il y a un effet de l'âge, que des adolescents, ils ont souvent des situations où ils ne peuvent plus réguler le rire et on devient plus en plus sérieux avec l'âge. C'est un peu malheureux, mais oui, certainement un effet de l'âge là aussi. Une question là-bas. Merci pour votre présentation. Ça correspond un peu à ce que je vais vous demander. Comment agit le gaz hilarant et pourquoi est-ce qu'on constate que ça marche vraiment bien chez les enfants, les ados et beaucoup moins chez les adultes? La deuxième question, juste profite, est-ce qu'on peut vraiment mourir de rire? C'est quoi? Le gaz hilarant. Gaz hilarant, le gaz qui fait... Ah oui, oui, oui. Comment ça agit? Tu sais? Non, là, je ne peux pas vous donner la réponse. Le mécanisme. Le mécanisme, non. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on peut mourir de rire, c'est ça? Est-ce qu'on peut mourir de rire? J'espère pas. Non, j'ai entendu le cas d'une tribu en Afrique, je crois, qui avait, on ne sait pas pourquoi, mais les gens ne pouvaient plus s'arrêter de rire. Est-ce que c'était une prédisposition génétique ou pas? Et comment ça a fini, je ne sais pas. Mais j'avais entendu cette histoire que
il y a quelque chose qui a fait que le rire a été déclenché beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, le gaz nitrique doit agir un peu dans ces airs. Mais je ne veux pas m'aventurer. Je sais qu'il y a la hypothèse sur que c'était un virus dans le cerveau qui a attaqué les régions liées au rire, qu'ils ne pouvaient plus arrêter de rire sur un certain temps. Mais je ne pense pas ils ont survécu quand même. Ils ont vécu, ouais. Mais il y a par exemple la narcolepsie aussi, où les gens, s'ils commencent à rire, perdent tout le tonus des muscles et ils tombent. C'est pas lié aux morts, bien sûr, mais c'est aussi où on perd le contrôle, où notre corps peut plus vraiment gérer le rire, on peut dire. Je crois, dans ce cas de cette narcolepsie, j'ai entendu que ce sont des voies de régulation dans le système émotionnel qui n'arrivent plus à réguler. Donc il y a des inhibitions dans ce système qui ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. Alors, une question ici, et puis après une autre là-bas. Okay. D'abord ici. Non alors, une question là-bas. Là-bas d'abord. Oui. Vous avez mentionné un lien entre le rire et la souplesse carotidienne. Je voulais savoir si vous aviez connaissance d'études qui montraient un effet du rire sur les fonctions cognitives. Je pense en particulier aux personnes âgées qui ont des détériorations cognitives. Est-ce que des personnes qui rient beaucoup seraient plus à l'abri de démence, par exemple ? Et autre point, est-ce qu'on connaît des liens entre le rire et la qualité du sommeil ? La qualité du sommeil. La qualité du sommeil. La première question, si la santé cognitive est liée à la production d'endorphines, ce que je ne sais pas tout à fait, je dirais oui, parce que en même temps qu'il y a ces effets sur les vaisseaux, il y a aussi une production d'endorphines qui pourrait, à mon avis, influencer les capacités cognitives. Le reste, ce sera ma spéculation. J'ai rien de scientifique derrière pour répondre s'il y a les capacités cognitives qui sont influencées par le rire. Par le rire. Par le rire même, oui, mais probablement par ce qui amène au rire, donc l'humour. Probablement, oui. Mais dans le cerveau, il y a partout des circuits qui se renforcent ou influencent. Comme ça, il y a certainement des liens, mais je ne pense pas que c'était la réponse pour cette question, non? La question, c'était est-ce que le fait de rire plus, ça améliore en fait ou ça diminue les problèmes de démence, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui. Le risque de démence. Certainement, on pourrait faire une étude sur le rire et la démence, et je suis sûre qu'on va trouver que le rire a un effet inhibiteur sur la démence, mais là, déjà, il faut développer une théorie derrière. Il n'y a pas d'études encore. Je ne veux pas spéculer. Évidemment, c'est des études qui sont compliquées à faire, j'imagine, puisqu'il faudrait mesurer le temps de rire par jour d'individus, et ce n'est pas évident à mener. Oui. Mais je pense, une chose qui est vraie, que la démence est empêchée par le contact social, ça on sait. Et on rit plus dans un contact social, donc indirectement, voilà, c'est positif. Et pour ce qui est du sommeil, moi j'avais été frappé par un de mes patients qui a de très gros troubles du sommeil et qui, depuis 2 ans, n'avait pas dormi plus de 5 heures par nuit, qui est allé un soir voir la revue genevoise, sans faire de publicité, qui a ri pendant 2 heures en continu et qui me dit qu'après ça, il a dormi mais comme un bébé. Alors ça pourrait être l'effet des endorphines, mais peut-être qu'il y a d'autres phénomènes et d'autres liens entre le rire et le sommeil qui seraient à étudier, à mon sens. Mais comme les aires qui contrôlent le rire sont ancrées dans le tronc cérébral, je peux très bien m'imaginer, comme ils ont tellement de contact avec toutes les autres aires, parce que c'est tout un système qui doit
être mis en marche, je pense qu'un effet pourrait se passer par là, par des effets parallèles sur ces systèmes. Il y a une question là-bas. Oui, ici. Oui, bonsoir. En fait, je suis en train de me demander si le rire est tout simplement bête, en ce sens où donc vous avez dit qu'il fallait détecter quelque chose d'incongru et que la résolution de cet incongru déclenchait le rire. Mais le problème, c'est que le plus souvent, on ne sait pas pourquoi on rit. C'est-à-dire, il faut réfléchir à pourquoi on a ri. Et donc, on rit bêtement. Alors, alors je dis ça d'autant plus que vous démontrez que le rire vient de très loin. C'est-à-dire, on rit parce qu'on se chahute, les animaux, enfin, rient. Et pour le coup, le rire est bête. Enfin, je dirais le rire est bête et on lui trouve des raisons intelligentes. Mais le rire est bête, il nous régule socialement parce qu'on décharge des émotions, mais fondamentalement, le rire serait bête. C'est une question, c'est tout simplement une question que je me suis posée. Ce sont des observations intéressantes. Une différence entre l'humour et le rire, c'est pas la même chose, certainement, parce que l'humour peut être présent même sans que quelqu'un rie. Et on peut trouver beaucoup de formes de rire sans l'humour, sans des déclencheurs de l'humour qui sont liés à l'incongruité et la résolution partielle ludique de l'incongruité, même si on ne trouve pas une raison. Pourquoi je ris? C'est pas acceptable que je ris, mais ça peut devenir une nouvelle raison pour amplifier, augmenter le rire. La situation totalement absurde où quelqu'un ne doit pas rire et rit quand même, par exemple. Mais le déclencheur, ce n'est pas nécessairement lié à l'humour. Mais quand même, on peut trouver plus tard dans le processus cognitif ou évolutif de notre situation ou réflectif sur nous-mêmes, qu'est-ce que je fais dans cette situation absurde, je rigole, je ne sais pas pourquoi. Ça peut amplifier quand même le rire. Je pourrais aussi m'imaginer que le rire peut devenir comme un tic. Ça veut dire qu'on peut développer beaucoup de tics. On peut jouer avec les cheveux de manière perpétuelle. C'est quelque chose qu'on peut-être on ne se rend même pas compte après un certain moment quand on adopte ce comportement. Mais toutes les formes d'expression peuvent devenir une sorte de tic, peut-être parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on tire de l'effet si on tourne tout le temps les cheveux? C'est quelque chose d'habituel et qui nous met en sécurité. Et peut-être le rire peut avoir aussi cette fonction de nous mettre en sécurité. C'est quelque chose qu'on connaît, tout le monde le fait, ça passe bien. Donc, certains gens utilisent ça dans ce sens, peut-être, bêtement. Mais ce n'est pas bête, c'est une habitude. Je dirais plutôt habitude que bête. Mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de fonctions du rire dans le contexte social, pas liées à l'humour. On rit, on sourit aux gens, pas parce que c'est drôle, souvent parce que nous sommes montrés que nous sommes gentils, par exemple. Monsieur, hein? Il y a quelques années, je participais. On a peu parlé de... Attendez, juste monsieur ici d'abord, monsieur là. Ensuite, je ne sais pas qui a parlé, mais d'abord le monsieur ici. Non, allez-y. Oui. Merci. Ah non, ici, là. Et après, je ne sais pas qui parle aussi. Allez-y, monsieur. C'est pas très drôle. Après. D'abord, monsieur ici, vas-y. Allez-y. Oui, je pose ma question, puis je passerai ensuite le micro. Voilà, on a peu parlé de l'autodérision. Bon, alors allez-y, peut-être pas. Cette espèce de moquerie de soi pour mieux respirer, enfin, mieux vivre. On dit que souvent, face à des problèmes, il faut mettre une pointe d'humour, et puis on va jusqu'à l'humour noir, pourquoi pas, qui est plus ou moins bien compris selon les cultures, puisque souvent ça met en jeu la mort, enfin la fin de notre existence, dont il faut, ma foi, peut-être un petit peu rire.
Voilà, alors ça marche comment? Je n'ai pas compris votre question. Quelle est votre question? Oui, comment est-ce que ça marche, cette autodérision? C'est une conscience de son existence, et alors on fait intervenir quelque chose qui justement nous paraît absurde. J'ai pas compris de quoi vous voulez parler. Est-ce que vous pouvez, je suis désolée là, j'ai pas compris. Comment ça marche quoi exactement? Vous avez dit Oui, d'une manière fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on fait intervenir dans notre cerveau pour être conduit à une forme d'autodérision et relativiser la fin de notre existence, quoi. Vous parlez d'autodérision, de notre finitude. Voilà. Vous voulez parler de l'aspect existentiel dans le rire, peut-être? Voilà, oui, exact. C'est ça que j'ai mentionné à la fin. D'après nos recherches, qu'on n'a pas encore publiées, je dirais que le moment du rire, c'est un moment où on a peut-être assez peu conscience existentielle. Et peut-être c'est ça qui est relâchant pour nous. Parce que si on rit très fort, bien sûr, si on rit dans une conversation, c'est la conversation qui est au centre. Mais si on relâche totalement, on se donne dans le rire, on n'a plus ce contact jugeant sur notre émotion. On a fait une étude sur l'anticipation du rire et le rire, disons, anticipation des chatouilles et les chatouilles même. On a remarqué que avant la chose qui arrive, on est très conscient, on a une conscience émotionnelle énorme, et quand on se met à rire, c'est dans des airs qui sont très simples, disons, qui représentent une émotionnalité très simple. Ça peut peut-être vous aider dans les réflexions qui sont complexes. Une soupape comme ça de sécurité. Enfin, ok, alors monsieur ici cette fois, oui. Vas-y. Bon, ça va. Oui, c'est bon. Il y a quelque temps, j'étais en Australie, enfin j'habitais longtemps. Et puis, plutôt le micro plus près de... Il est allumé? Vas-y. Comme ça? Oui, c'est bon, voilà, comme ça. Il y a quelque temps, enfin plusieurs années, j'étais en Australie, où je vais souvent, et puis j'ai participé à un workshop qui a bousculé beaucoup dans mon idée, mes idées sur le rire. L'idée venait de l'Inde. Il y a un groupe de 10, 15, 20 personnes, et puis il y a un qui commence à rire. C'est un fort rire. Et puis, par contagion, il y a un deuxième et un troisième, puis tout le groupe, après 5 minutes, commence à rire. Mais ça devient des vrais rires. Et ça a été expérimenté là où j'étais, dans la localité où j'étais, et puis dans d'autres. Et puis, c'était devenu quasiment une mode à un moment donné. Et je trouve que c'est formidable d'organiser des workshops de ce genre. Les gens se détendent, ils rient. Faites ça à Genève, faites des workshops pour le rire, parce que dans cette ville, ça manque. D'accord, la prochaine conférence, on va tous rire, et puis ce sera juste... Non, mais c'est très contagieux, c'est un qui commence, deuxième, troisième, puis après on rit peut-être de l'absurdité de la situation, mais puis ça devient un vrai rire après 10 minutes. Chacun de vous est un petit groupe de recherche, hein. Vous pouvez tous essayer dans la conversation. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le font. Ils utilisent le rire justement dans ce sens. Ils savent très bien que c'est contagieux. Ils savent très bien quand il y a une situation difficile à gérer. Je connais pas mal de gens qui utilisent le rire et ça passe bien. Donc, parce que l'autre prend cette émotion positive sur lui et puis il n'arrive plus à être agressif. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Là-bas. Oui. Bonsoir, très intéressant, merci. Moi, j'avais une question par rapport à la première présentation où on a écouté, on a entendu le meilleur gag du monde. Est-ce que, lors de vos recherches, vous avez réussi à quantifier un petit peu, ou caractériser ce qui crée cet humour un peu universel, cet humour en quelque sorte best-of?
les mécanismes universels de l'humour. Ou plutôt qu'est-ce qui caractérise les meilleures blagues, en fait? Voilà, exactement. Ouais. Alors, c'est vraiment qu'on peut vraiment identifier l'incongruité. Ce n'est pas ma recherche, c'était d'un chercheur d'Angleterre, mais ce sont vraiment des mécanismes que j'ai décrits, qu'on peut trouver une incongruité, on peut trouver une solution, on peut résoudre l'incongruité dans une manière ludique, fictive, partiellement, on peut trouver une explication, mais ça reste quand même dans un monde ludique. C'est pas la même chose que résoudre un problème. C'est quand même... il y a aussi des autres composantes nécessaires. Ça vient de la recherche dans le linguistique, qu'ils ont montré que les deux idées incompatibles doivent être connectées dans une manière. Si c'est trop loin, si deux concepts sémantiques sont trop loin, ils n'ont rien à voir ensemble, on ne peut pas vraiment trouver un lien ou une manière de lier deux concepts sémantiques ensemble. C'est un peu abstrait d'expliquer, de parler de l'humour comme ça, mais des idées, on peut dire, des deux idées doivent être dans un certain sens liées. Et si ce n'est pas lié du tout, comme de l'eau et du bois, non, même là on peut trouver des connexions. Mais si c'est trop loin, les deux concepts sémantiques dans le cerveau, on peut dire, ça ne va pas être possible d'établir un lien, de résoudre l'incongruité. Et des effets comme ça étaient examinés par des différents chercheurs dans le linguisme, dans la psychologie, etc. Et ça se fait, l'humour aussi un super sujet pour des chercheurs parce qu'il y a des différentes disciplines qui veulent donner des réponses à un phénomène humain, un phénomène très complexe avec beaucoup de niveaux. On peut parler sur la capacité de rire de soi-même. C'est un autre niveau que résoudre une incongruité dans un blague écrit dans un journal, par exemple. Merci beaucoup. Et je voulais juste rajouter que la recherche dans le domaine des émotions positives ou du rire a été très longtemps négligée. On a toujours fait de la recherche sur les dépressions, sur ce qui est négatif, mais on remarque de plus en plus que les deux choses interagissent. Donc, on voit qu'il y a une valeur de faire de la recherche sur les émotions positives. Une question là-bas, monsieur. Oui. Pourquoi parle-t-on de rire jaune? Pardon? Pourquoi parle-t-on de rire jaune? C'est la seule fois où on associe le rire à une couleur. Pourquoi jaune? Pourquoi jaune? C'est que pour les Français. C'est pas ma langue maternelle, je connais pas l'expression, et dans l'allemand, c'est pas une expression connue. C'est intéressant. On est les deux alémaniques, donc on ne connaît pas le rire jaune, mais j'imagine que c'est associé à jaune désagréable, non? C'est quelque chose comme ça. Oui, c'est désagréable. Oui. La bile, hein? Ouais, voilà. Ah, la bile, on dit que c'est la bile, en fait. Ouais. Donc, d'une manière... Oui. Donc, c'est ton humour... Ok, on va prendre encore juste 2 questions. Donc, madame là-bas, et puis après une dernière question. Okay. Je voulais juste dire... Oui, allez-y, oui. Ouais. Je voulais juste dire, vous avez dit tout à l'heure, quand on devient plus âgé, on devient sérieux, on rit moins. Mais quand on devient plus âgé, on rit de soi-même. Et ça, c'est drôle. Alors, une dernière question, monsieur, là-bas, et puis après, c'est terminé. Oui, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, j'ai beaucoup aimé. J'ai une question assez pratique par rapport à l'humour. Je voulais savoir si déjà c'était possible d'améliorer son humour, de devenir plus drôle.
Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Voilà, des petits outils, des petits tips. Merci beaucoup. Quel est le truc pour devenir plus drôle? Oui, alors on ne peut pas changer notre personnalité, bien sûr, mais il y a eu des entraînements pour augmenter l'humour, au sens de l'humour, et ils travaillent beaucoup avec l'attention. Si on fait l'attention à des petites incongruités dans notre vie et comment on peut les interpréter dans une manière humoristique. Et ça apparemment, ça fonctionne. Que les gens qui, par exemple, des simples trucs, ils peuvent décrire le soir, ils peuvent commencer « Ah, aujourd'hui, j'ai vu ça, 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 et ça, c'était drôle, et tout. » Et comme ça, on peut augmenter notre attention vers des composantes ludiques ou drôles dans notre vie quotidienne. Et je peux dire d'une expérience personnelle, la semaine passée, j'ai pensé beaucoup sur cette présentation d'aujourd'hui, comment je peux présenter ce phénomène complexe au public. Et j'ai tellement pensé à ce phénomène sur l'humour que j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à inventer des blagues pendant être endormi. Et ça, c'est un peu bizarre. Ça ne m'arrive pas normalement, mais ça montre que notre cerveau est assez malléable. Si on commence à faire attention à des trucs, par exemple des trucs humoristiques absurdes dans notre vie quotidienne, ça peut augmenter notre capacité de rire ou de trouver l'humour dans notre vie. Super, merci. Alors, je vous remercie encore beaucoup pour cette soirée. Sur ces notes positives, nous allons terminer. Et donc voilà, il y a encore 3 autres soirées. Si ça vous intéresse, le programme est à l'entrée. Merci.